Bonsoir et bienvenue à tous dans notre émission Carré d'Art, votre émission également qui met en valeur les initiatives du monde culturel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui a marqué la semaine écoulée. Il s'agit justement de la commémoration de la journée nationale de la Kasbah. Cette Kasbah si chère au poète Momo, si chère aux Algérois et aux Algériens. Nous allons en débattre aujourd'hui avec deux invités, acteurs d'un événement très important qui met en valeur justement ce legs ancestral, cet héritage et cette vitrine de notre pays. Bienvenue donc à Monsieur Benamirouche Boalem, excusez-moi. Donc vous êtes chargé d'organisation des événements, interprète et guide touristique au Palais des Raïs, le Bastion 23. Merci de votre invitation. Bienvenue encore une fois dans Carré d'Art. Également à Makhloufi Nasreddine, vous êtes architecte des sites et monuments historiques. Merci pour l'invitation. Et vous êtes aussi passionné que notre autre invité par cette Kasbah qui séduit les artistes de tous bords, qui séduit nos poètes, nos chanteurs chabi en l'occurrence, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Cette semaine écoulée, elle a été au cœur justement des événements culturels. Elle a brillé justement par tous ces rappels donnés notamment par l'institution du Bastion 23 grâce à un événement que vous avez organisé. Oui, le Bastion 23 vient d'abriter un événement culturel et scientifique. En fait, les palais ont abrité des expositions d'artisanat. Et la salle de conférence, bien sûr, a abrité aussi 4 journées d'études, plutôt 5, parce que même le ministère des Moudjahidines a voulu quand même participer à cet événement. Oui, ça a été comment dire, le terrain justement d'une bataille très célèbre. Exactement, parce que la Kasbah, bien sûr, voilà, on peut aborder la Kasbah quand on parle de n'importe quel sujet. Quand on parle de l'histoire, il n'y a pas mieux que la Kasbah pour parler de toutes les époques de l'histoire de l'Algérie. Quand on parle d'architecture, on a un architecte avec nous. Oui. Il n'y a pas mieux que de parler de cette architecture savamment conçue que de parler de l'architecture de la Kasbah. Quand on parle d'archéologie, avec ce qu'on trouve à chaque fois qu'on entend des projets comme vestiges qui remontent à différentes périodes de l'histoire. Donc vraiment, c'est une ville dont... On va parler un petit peu de cette succession de civilisations qui ont traversé, qui ont occupé plutôt la Kasbah, qui ont marqué par leur empreinte justement cet édifice qui continue de résister au temps. La Kasbah en l'occurrence. Donc, était un comptoir phénicien ou... Bien sûr, c'est pour ça que je vous disais qu'on ne peut pas vraiment ne pas aimer cette Kasbah et ne pas faire tout ce qui est dans notre possible pour la préserver. Donc elle avait sa petite place en Méditerranée, d'abord grâce aux Phéniciens, c'était au IVe siècle avant Jésus-Christ. Même quand on parle du nom de pays même, donc on fait toujours référence aux îlots qui ont toujours existé en bas de la Kasbah. Et la présence phénicienne, bien sûr, ils cherchaient les abris pour installer leur comptoir. Ils ont trouvé dans ces îlots l'abri voulu, et c'est comme ça que ça a commencé l'histoire de la Kasbah, sans avoir à parler des autres civilisation romaine. Donc c'était Icosime au départ, c'est devenu Icosium avec la latinisation de l'appellation par les Romains, qui sont restés presque 5 siècles. Bien sûr, sans avoir à négliger la période ottomane, les 3 siècles de la présence ottomane. Mais bien avant, déjà, c'était, voilà, El Jazair avec Boulourine Ziri qui en a fait sa capitale. Allez, on a sauté. J'ai sauté le fondateur de la ville d'Alger, comme on l'appelle, bien sûr, vu le rôle qu'il a joué pour installer ou pour fondre cette ville. Oui, donc on voit, pendant que vous parliez, on a commencé déjà à sillonner ces ruelles escarpées de la Kasbah grâce aux images diffusées par la régie. Et donc, ce temple culturel, maintenant, parce qu'on parle de temple culturel, parce qu'il représente, c'est une image importante de l'Algérie actuelle et de l'Algérie du passé. Donc la Kasbah, ce témoin de l'histoire, a été sauvegardé grâce à l'action justement de beaucoup d'artistes,
d'architectes et de la société civile. Oui. Voilà. En tout cas, la Casbah a passé par plusieurs tentatives de maintenance, de préservation, de restauration. Il n'y avait jamais eu un projet de restauration global pour l'ensemble de la Casbah. Oui. Donc il y avait des mesures d'urgence, il y avait des interventions ponctuelles, il y avait des projets sur des monuments historiques bien déterminés. Surtout les monuments historiques ont bénéficié de plusieurs opérations. Le bastion 23 a été sauvé. C'est un exemple parfait de la sauvegarde d'une partie. C'est un quartier de la Casbah. En plus de ça, les monuments historiques tels que les palais à l'intérieur de la place de Casbah, le palais Mustafa Pacha qui est un musée de l'ONU Munir, le Dar al-Qadi qui est l'agence nationale de secteur sauvegardé, Dar Aziza qui est l'office, le seul gestion d'exploitation des biens culturels. Dar Souf, tous ces palais ont bénéficié d'une opération ou deux à travers toute la période postcoloniale, la période de l'indépendance, d'une opération au moins de maintenance. Mais une restauration profonde, on vient de toucher des exemples. Par exemple, à la citadelle d'Alger, la restauration du Ben des Janissaires, dont j'avais l'honneur d'être parmi l'équipe. La citadelle qui continue d'être en cours de restauration. Le truc intéressant, c'est que l'OGBC a fait une ouverture partielle des projets restaurés. Donc on peut visiter actuellement le bain des Janissaires, le quartier des Janissaires, la mosquée du Dey. Donc, et voir que les projets de restauration juste à côté sont en cours. Donc déjà c'est une bonne chose. Déjà c'est un bon signe pour notre Casbah. Voilà. Monsieur Makhloufi, donc vous êtes architecte, vous connaissez ce bâti, mais celui qui nous regarde aujourd'hui ignore peut-être l'histoire de cette citadelle dont vous parlez. Nous avons un guide avec nous aujourd'hui. On va profiter pour présenter la citadelle. C'est ce prémontoire donc qui domine l'ensemble de la Casbah et aussi qui a vue sur tout Alger, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Quand on parle de citadelle, on ne peut pas parler de la Casbah sans faire référence à la citadelle. Oui. D'ailleurs, le nom de la Casbah était pris de la citadelle, parce que citadelle, la forteresse, c'est ce qui a donné le nom à la Casbah par la suite. La citadelle était un casernement de janissaires au début. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que ça a été transformé, ou que ça a été utilisé en 1818, je pense, avant cela, par... je ne me rappelle pas du nom du pacha qui a quand même déplacé le siège du gouvernement de la basse Casbah à la haute Casbah. Et ensuite, c'était Hussein Dey en 1818 qui a quand même conçu et fait des remaniements pour son harem et pour s'installer carrément à l'intérieur de la citadelle. La citadelle, bien sûr, pour les gens qui ne connaissent pas, est composée de beaucoup de bâtisses, comme vient de le dire mon collègue. Donc, il y a quand même le palais du Dey. Quand on parle du palais du Dey, par exemple. C'est le souverain. Exactement. Non, et avec les Algériens, ça saute toujours dans la tête l'histoire du coup de l'éventail qui a eu lieu à l'intérieur de ce palais avec Mustafa Pacha et le consul français Duval. Et bien sûr aussi il y a la mosquée du Dey, la mosquée des Janissaires, le palais des Beys qui venaient quand même payer les impôts annuels et qui étaient accueillis dans leur palais. Il y a aussi ils avaient leur propre résidence, les beylikas, donc exactement, ils venaient à chaque fois, ils étaient installés dans un palais. On voit une image justement de cette belle citadelle. Il y a aussi surtout c'est la poudrière. La poudrière qui est au centre justement de cet ensemble. Qui est unique avec la forme qu'elle a. C'est la seule poudrière qui a une forme octogonale. Les Ottomans étaient. Et je pense aussi, je ne sais pas si je me trompe avec notre architecte, je pense que c'est une bâtisse qui a été presque restaurée à 100%. Presque restaurée à 100%. Parce qu'on voit quand on passe, on voit qu'ils sont en... Il y a même des expositions de peinture qui ont eu lieu dans cette poudrière. Donc ça a servi justement Justement, pour ajouter un petit détail, c'est que même
même la couche ottomane, la strate ottomane des constructions, on a trouvé sous cette strate les restes du quartier, des habitations qui datent d'avant la construction de la citadelle de la période ottomane. Sous la poudrière, sous le pavillon des femmes, sous le bain des janissaires, on a des traces de maisonnettes, d'occupation au niveau du foyer aussi, exactement, des janissaires. Exactement. Donc ça a dû retarder aussi l'échéance d'achèvement des travaux, dans la mesure où il faut faire des fouilles préventives quand il y a des découvertes. Ces fouilles qu'on a retrouvées, c'est des fouilles qui emmènent les historiens à corriger quelques hypothèses qui ont été soulevées auparavant. Parce qu'on pensait jusqu'à récemment que la limite de la Casbah, c'était bien l'ancienne Casbah de Boulourine Ben Ziri Ben Mennad, au niveau de la mosquée de Sidi Ramdan. Par contre, quand on a trouvé ces restes-là, ça montre qu'il y avait quand même peut-être une vie avant, même à l'époque, avant l'époque ottomane, il y les Hammadides ou je ne sais pas. Donc ça mérite quand même des fouilles et des études pour prouver qui ont vécu à l'époque. Oui, pour dire justement que cette Casbah n'a pas encore révélé tous ses secrets. Exactement, effectivement. D'ailleurs, cette découverte était par hasard, juste après l'effondrement de la partie de la muraille du côté de l'MDN. Donc, une muraille à l'intérieur. On a trouvé une muraille qui date avant de la période ottomane, donc qui témoigne qu'il y avait une citadelle, une petite citadelle avant la citadelle des Ottomans. Donc c'était une découverte qui prouve que la théorie que vient de citer notre ami. Elle peut être revisitée et on peut voir une autre dimension de la Casbah avant la période ottomane. Je pense aussi même les techniques de construction, quand on est sur les lieux, on voit quand même une différence dans les techniques et les matériaux utilisés dans ce qui a été retrouvé, surtout les fortifications ottomanes de l'époque. Parce que bien sûr, à l'époque ottomane, on peut parler aussi de l'appellation de Jazair al-Mahrousa. C'était grâce aux remparts qu'ils ont conçus pour fortifier, et pour quand même s'abriter du danger extérieur. Et donc, c'était des remparts de 3200 mètres de long. Et on voit une partie même à Bab Jdid quand on se balade qui est restée avant ce qu'a laissé les Français en fait. Et pardon pour ce détail, non, c'est juste pour revenir sur le nom de Ali Khouja, qui était le Dey avant Hussein Dey, parce que quand on perd un nom, donc... Je vais ajouter un petit détail pour les techniques constructives, juste au niveau de la Haute Casbah. J'ai l'honneur d'être parmi les gens, l'équipe qui restaure la mosquée Barrani. C'est juste à côté de la citadelle. Et ben, il y a des douirettes annexées à la mosquée Barrani. 2 douirettes, c'est les 2 derniers témoins de la continuité de la Casbah jusqu'à la citadelle. Donc, avec l'arrivée des Français, ils ont éliminé complètement une série de douirettes pour réaliser le boulevard de la Victoire. Donc, l'une des dernières douirettes, elle se positionne à la Haute Casbah, juste à côté de la muraille, de la muraille nord de la citadelle. Et à l'intérieur, on a des traces de maisons traditionnelles qui datent de la période avant la période ottomane, avec une technique autre que la technique ottomane. En tout cas, on vient de voir, pendant que vous parlez, des images de cette belle Casbah avec ces matériaux qui font toute sa spécificité. Donc, avant de parler justement de tout ça, de ces matériaux, de ce qui fait qu'elle soit patrimoine universel, donc vous êtes architecte et vous travaillez sur cette belle mosquée, Jama al-Barrani en l'occurrence. On peut traduire en français, qu'est-ce que ça donne? Donc, la mosquée extérieure ou la mosquée des étrangers. Étrangers à la ville. Ce qui nous donne 2 hypothèses par rapport à cette mosquée, parce que... Soit à l'extérieur par rapport à la mosquée intérieure du Dey,
soit elle est destinée aux visiteurs étrangers qui arrivent pour voir le deuil. Oui, c'était les gens qui avaient des audiences avec le deuil, parce que selon les historiens, c'était une mosquée aussi qui a servi pour ces étrangers-là, disons d'un petit hôtel, parce qu'on faisait sa prière et on pouvait même dormir à l'intérieur, y passer la nuit, attendant la matinée pour avoir cette audience avec le deuil. Parce que vous parliez de remparts, c'est vrai qu'elle était entourée, sertie de remparts, cette Casbah, et l'étranger ne pouvait pas... à un certain moment, ces portails étaient fermés et la citadelle ne permettait plus d'accès justement à tous ces étrangers. Donc il fallait arriver à certaines heures ou sinon demeurer dans cette mosquée. Oui, effectivement, ou rester à l'extérieur. C'était 19h, c'était la clôture et c'était la fermeture des portes. Donc c'était seulement les habitants de la Casbah Voilà. Alors, justement, vous qui êtes guide, on profitera au maximum avec vous, Monsieur Benamerouche, vous qui êtes interprète et guide touristique, vous avez vu de nombreuses délégations donc parcourir, sillonner ces ruelles escarpées de la Casbah, ces monuments, ces petites douirettes, et avec tout leur charme et toute leur senteur. Quel a été le clou à chaque fois? Quel est vraiment l'élément architectural ou le monument qui séduit le plus le visiteur? Bon, de toute façon, ça c'est une question très très difficile. On ne peut pas répondre parce que quand on visite une bâtisse, ensuite on visite une autre bâtisse, on dit ça c'est meilleur que ça. Et bon, c'est vraiment difficile. Donc on ne peut pas discuter sur les goûts et tout. Mais par contre, concernant l'architecture, vraiment on a quand même, c'était des chefs-d'œuvre. Parce que quand on parle de l'architecture, c'était une architecture d'abord savamment conçue. Et rien que de parler du patio lui-même, autour duquel la maison est organisée. Oui, en plus de ça, cette technique d'avoir une ouverture au milieu de la maison pour avoir cette climatisation naturelle. Et donc les calculs qu'on faisait, donc tout est scientifique, physique et tout, parce que c'était des calculs, même l'orientation de la Casbah, on a fait en sorte d'orienter la Casbah pour capter les vents dominants et la brise marine. On voit justement toute cette lumière qui pénètre quand même. Exactement. D'ailleurs, tous ces accès, ces ruelles. Voilà, vous voyez, ces passages permettent justement la circulation de l'air. Il faut ajouter une chose, que de l'extérieur, toutes les maisons se ressemblent. Donc on n'a pas cette notion de décorer à l'extérieur de la maison. Mais à l'intérieur, dès qu'on ouvre la porte de la Skrifa, la porte on est stupéfait par le... La Skrifa, c'est-à-dire c'est le petit hall qui est à l'accès. En fait, la Skrifa, c'était l'espace, on peut dire que c'était l'espace de transition. C'était l'espace qui séparait l'ouest de la rue. Et donc, c'était toujours pour préserver l'intimité des femmes qui vivaient à l'intérieur. Donc, tout étranger, quand il entrait, on a pensé même au confort des étrangers en installant les banquettes. Des petites banquettes comme ça. Même le mur pavé d'ardoise. Et c'est là que les visiteurs s'installaient, attendant la permission pour monter plus haut. Mais je reviens au patio parce que le patio, vraiment, c'est le cœur de la maison. Même les activités quotidiennes, c'est là que ça se passait. Mais surtout, son importance culmine dans cette ouverture dont je vous ai parlé, qui fait que c'est cette ouverture qui est un puits de lumière et d'aération. C'est un véritable régulateur thermique. Donc c'est lui qui assure l'aération et l'éclairage de tous les espaces à l'intérieur. Donc c'est pour ça son importance. Et en plus de ça, les techniques utilisées, parce qu'on laissait entre les parois des ouvertures. Et donc, il fallait avoir du génie pour penser à ça à l'époque. Donc, avec la chaleur qui se dégageait des cuisines, on a pensé avoir cette orientation pour qu'il y ait cette brise. Et la différence d'air fait que quand la brise entrait, ça a expulsé l'air chaud de l'intérieur. Et ça, c'est vraiment du génie. Sans parler d'autre chose. Vous en parlez d'autre chose. Justement, il y a énormément de typologies à l'intérieur de la Casbah. On parle de la maison, de la dalle. La plus grande dimension, et on arrive à une douira, et ensuite une maison Ashbek, et ensuite jusqu'à ce qu'on arrive à un Elwi. C'est pratiquement un studio, une superposition de chambres. Donc il y a une typologie énorme à l'intérieur, une variation énorme. On n'a pas un plan
type. Donc chaque maison a une particularité extraordinaire par rapport à une autre. Oui, mais ce tissu justement souffre depuis pas mal d'années dans la mesure où voilà, les habitants originels de cette vieille Casbah respectent certaines traditions liées à ce bâti, entre autres le chaulage annuel, voilà, surtout en période de... Ces gestes ancestrales, ces traditions qui ont perduré dans le temps et qui ont aider à protéger cette Casbah, c'est les simples gestes de chauler, de nettoyer, de vérifier les canalisations, d'essayer de vérifier l'étanchéité des terrasses. Tous ces gestes ont participé. D'avoir des plantes vraiment avec des senteurs vraiment dans les... à maintenir cette Casbah de l'intérieur. Oui. Malheureusement, on n'a pas pu maintenir tout le tissu, mais il y a à l'intérieur de cette Casbah qui souffre des témoins extraordinaires de l'amour et de la maintenance des propriétaires à leur oui, et il y a pas mal de propriétaires qui ont rénové leur maison, qui ont restauré avec des fonds propres. Vraiment, c'est douéra. Justement, il faut avoir des fonds pour pouvoir restaurer un tel patrimoine. Je pense aussi que pour préserver ce patrimoine aussi, je pense que la tâche n'incombe pas seulement aux autorités publiques, parce que même les habitants peuvent vraiment être utiles en essayant de participer avec leurs moyens à restaurer leur maison, du moment que, quand on parle des vrais habitants de la Casbah, c'est des maisons qu'ils ont héritées de leur arrière-grand-père. C'est vraiment désolant de laisser un tel joyau partir. Donc c'est pour ça, c'est un travail de tout un chacun. Donc tout le monde doit s'y mettre et un travail conjointement, surtout même pour les institutions qui sont à l'intérieur de la Casbah, à l'instar du Bastion 23, l'Agence nationale des secteurs sauvegardés, le musée de la miniature et de l'enluminure et le musée des ATP, le Mustafa Pacha, tout ça. Donc, et même la dernière initiative de notre directrice a fait que l'événement culturel qu'on vient d'abriter ou que le Bastion vient d'abriter, en fait, c'était en coopération avec toutes ces institutions-là. En plus d'autres, bien sûr, pour mentionner, bon, il y avait la direction de culture, il y avait l'Institut d'archéologie, le Centre national de recherche en archéologie, le Centre national de préhistoire, d'histoire et d'anthropologie. Donc tout ça, ils ont contribué à faire en sorte que l'événement soit une réussite. Et vraiment, c'était une réussite selon les commentaires qu'on a reçus dans les réseaux sociaux. Voilà, bravo, parce que en fait, il y a eu des journées d'études, très intéressantes, dont les thématiques aussi justement de l'archéologie à l'architecture, également en passant par autre chose, la restauration ou alors l'artisanat également était au rendez-vous à travers une exposition. Mais parlez-moi un petit peu de ces journées d'études auxquelles vous avez pris part. Oui, en fait, c'était vraiment des journées qui étaient vraiment très, très, très valeureuses, les informations qu'on nous a présentées, et quand même que les intervenants, les différents docteurs, donc que ce soit de l'Institut d'archéologie, le Centre national de recherche, pour rementionner ce qu'on vient de dire actuellement. Donc ils ont donné des informations autour de la nouvelle carte qui a aussi impliqué leur participation. C'était varié à tous. parce qu'il y avait plusieurs thèmes qui ont été débattus. Il y avait la carte archéologique, il y avait la restauration Made in Algeria que notre ami a présenté. Donc il y avait aussi comme thème les carreaux de faïence à l'époque ottomane, les fontaines de la Casbah. Il y a aussi vraiment, c'était des questions que tout Algérien se posait. Il y avait des réponses à ces questions-là. Et aussi, ce qui était riche aussi, c'était surtout les débats qui ont eu lieu après chaque intervention.
Et vraiment, on a vu Le public que, a vraiment exactement, participé. le public était là. On voyait que tout le monde voulait quand même, parce qu'il y avait beaucoup de dires sur la Casbah, il y avait il y avait des rumeurs, on a entendu parler de tout. Mais c'était l'occasion pour changer quand même et corriger. Occasion justement de parler des opérations de restauration qui, elles, ont fait couler beaucoup d'encre. Justement, la presse a toujours dénoncé les retards en termes de réalisation de cette réhabilitation de la Casbah et du vieux bâti. Bien sûr, parler des différents acteurs depuis les premières études polonaises, hein, bien sûr. Vous avez été jusqu'à parler des intervenants actuels qui sont 100% algériens, c'est bien? Oui. Actuellement, on vit un projet de restauration financé par le gouvernement algérien, financé par le Wilaya d'Alger, qui est le maître d'ouvrage principal. Donc la transition de la culture, de la tutelle ministère de la culture vers le wilaya d'Alger, et avec des différentes directions dans la DARC, l'agence de requalification des secteurs, des quartiers d'Alger, la DEP, direction des équipements publics, dont il y a où elle dirige, elle chapeaute des expériences de restauration type. Dans les projets de Jamal Barlani, Palais Hassan Pacha, Impassilen, ancienne maison de Bouhired, les habitations habitées Bachtarzi. Donc c'est des projets types exemplaires dont on peut dire que il y a une volonté de restaurer, il y a des fonds qui ont été dépensés et programmés pour sauver cette Casbah, mais il y a une lenteur, de lancer le tissu mineur. Donc les habitations, les douillerettes. On a commencé à programmer les monuments historiques. Les monuments historiques d'abord, à l'intérieur de la Casbah, les mosquées, les maisons historiques, les palais, mais les douillerettes, il y a un petit retard. Là, on revoit encore l'image de Jamal Barlani où vous avez Jamal Barlani, on a travaillé pendant actuellement 3 ans. Non, ça c'est quoi? Ça c'est la mosquée, non? En tout cas, c'est l'une des mosquées. Oui, c'est l'une des mosquées. Non, c'est pas Sidi Lamdan. Non. Parce qu'il n'y a pas ces trottoirs en tout cas, rouge et blanc du côté de Sidi Lamdan. Pour le Barlani, pour nous, c'est le Beit Slimani, l'entreprise Kotrabios, l'entreprise étatique. Le chef de projet, notre chef de projet, professeur Chérini Samia. Donc, avec nous en tant que consultant et architecte chargé de suivi, c'était pour nous une très belle expérience. Et elle est toujours une aventure. Donc, à chaque fois, on creuse, à chaque fois, à moins 50 cm, on a des informations de la période ottomane, on a des découvertes à l'intérieur, on a des choses à voir. Donc, le projet, depuis son démarrage, on est dans la 3e année, si on enlève les arrêts administratifs et c'est-à-dire chaque découverte implique une procédure administrative, une réglementation à suivre. Donc, on est arrivé à faire une lecture stratigraphique de différentes périodes de la construction de cette mosquée, d'une petite salle de prière à une mosquée qui a été restaurée à la fin de la période ottomane pour être la mosquée administrative annexée à la citadelle, donc pour les visiteurs, avec une mehkama, un tribunal militaire à l'intérieur de la mosquée. Donc elle était divisée en deux, avec des traces sous la mosquée, des traces d'anciennes maisons. Donc la mosquée a été construite sur des anciennes maisons de la période qui date de l'avant-période ottomane. Donc tout ça, avec la réouverture, la redécouverte avec le CNRA, la redécouverte des anciennes rues de la Casbah, la rue de la Gazelle, donc avec tout ce pavage, avec les canalisations, avec tous les détails intéressants à mettre en valeur et à exploiter avec le projet de restauration. Donc c'est un récit, c'est un puzzle à faire monter à chaque fois qu'on essaye de restaurer un monument. Et après, le résultat apporte toute la satisfaction. Oui, c'est sûr.
pour ajouter une idée, c'est par rapport au tissu mineur qu'il y a un problème de propriété. Oui. Donc on parle d'une propriété waqf ou bien on parle d'une propriété privée. Pour les monuments historiques, ça ne pose pas de problème. Oui. Mais quand Donc il c'est la s'agit propriété de l'État. d'une habitation, Mais quand il s'agit d'une habitation, en réalité, c'est la propriété de l'humanité, puisque c'est un patrimoine de l'humanité. Mais les gens sont propriétaires de l'espace intérieur. Tout à fait. Donc, ils n'ont pas le droit de faire n'importe quoi, Absolument. puisqu'on est soumis à des chartes, à des conventions, mais ils ont la propriété de l'espace. Donc, ils peuvent participer dans la restauration. Exemple, on a eu des occasions, on a 40 jusqu'à 100 héritiers à l'intérieur d'une petite maison. Oui. Donc, ils peuvent participer à améliorer de la qualité, L'état de cette l'État. architecture. L'État peut participer, peut subventionner une restauration, et à travers cette restauration, on peut proposer plusieurs possibilités. D'ailleurs, c'est ça ce qu'on a présenté dans notre thématique de la journée d'études au niveau de Bastion 23, c'est que il faut mettre à côté cette idée que c'est une propriété privée, on peut pas intervenir. Puis c'est la propriété de l'humanité, on peut intervenir. Absolument. Et établir des formules de financement, des formules de coopération, des formules. Soit l'État va financer, et vous allez payer après pour récupérer votre bien, ou bien un leasing, ou bien un montage financier, ou bien il y a en tout cas, la réflexion existe, elle est là depuis pas mal d'années. Les établissements en charge justement de ce secteur sauvegardé existent à présent, à l'image justement de l'agence nationale des secteurs sauvegardés, qui elle veille au grain par rapport au respect justement de ce vieux bâti, voilà, qui a amorcé une espèce de rapport de proximité avec ses habitants, et en leur donnant des guides, justement des manuels, des guides, des orientations par rapport à l'entretien de leur propre maison, et aussi voilà, pour ne pas détériorer davantage, pour diminuer toutes ces fissures, toutes ces dégradations subies par les vieilles maisons. Oui, justement, par exemple, la ANSS, elle est la garante c'est le garant de la culture ou de l'État pour préserver ce patrimoine. J'ai eu l'occasion à travailler avec des propriétaires privés qui veulent restaurer, qui ont eu le courage de restaurer leur maison. Donc après tout un travail de héritage, de farida, et de déterminer tout le monde qui est propriétaire ou non. Donc la loi oblige le propriétaire d'avoir un architecte des sites monuments historiques, une étude bien ficelée de restauration, déposée chez la ANSS, approuvée pour pouvoir commencer les travaux et pour pouvoir travailler dans les règles de l'art. Oui. Mais il faut, de ce côté, il faut encourager les gens à faire ce travail. Tout à fait. Il faut les encourager par soit des facilitations administratives ou bien par des facilitations, même encourager les gens à restaurer pour investir, pour exploiter ce bien. Tout à fait. Même si je vais pas habiter à l'intérieur, je peux l'exploiter, je peux l'utiliser. Je peux l'utiliser comme gîte, comme lieu de production artisanale. Exactement. Même je peux l'utiliser comme un petit campus universitaire pour des étrangers ou pour un lieu d'hébergement temporaire, effectivement. Exactement. Il y a des lieux de restauration qui sont nés depuis quelques années, qui font le bonheur des visiteurs. Hein, vous qui êtes guide. Exactement. Il y a maintenant des petits restaurants qui sont nés. Il y a aussi la restauration chez l'habitant. Voilà, chez l'habitant, ça a plus de charme. Particulier. Quand on mange à l'intérieur d'un des palais, bon, il y a des maisons qui sont vraiment comme des palais du Bastion 23. Je vais citer des noms, bon, c'est pas pour faire de la publicité, mais il y a Dar Amizoubir par exemple. C'est franchement le doyen de la Casbah. Alors la manger à l'intérieur d'une maison pareille, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir manger, surtout pour les étrangers. Vraiment, c'est un autre cadre, un cadre, ils n'ont jamais imaginé d'avoir. Le Rhôde est exceptionnel dans la mesure où c'est une encyclopédie de la Casbah, je dirais. Oui, il connaît par cœur cette Casbah. On a eu l'occasion de travailler à l'intérieur de cette villa et faire des travaux. Et donc, c'est pour ça on disait que vraiment les vrais habitants de la Casbah,
Oui. Donc on voit cette relation d'amour entre un Mésobir et sa bâtisse. Oui. Là, je pense que c'est Dar Daoud El Amni. Enfin, on vient de voir un patio avec cette ouverture vers le ciel. Oui, c'est le quartier où se trouve le musée Dar Daoud El Amni. Moi, je veux revenir surtout sur un des problème majeur qui se passe actuellement à la Casbah. Et d'ailleurs, même dans l'intervention du représentant de l'Agence nationale des secteurs sauvegardés, il en avait parlé de ce problème. C'est surtout le problème des gens qui veulent avoir coûte que coûte plus d'espace chez eux. Tout à fait. Et ils rajoutent des étages au-dessus de leur terrasse. Oui. Alors là, c'est vraiment catastrophique parce que à l'époque, on a quand même conçu les poutres qui supportaient... Les poutres sont en bois. C'est en bois et ça supportait un certain poids. Rajouter tout un étage avec le mobilier qu'on met à l'intérieur. Donc, ça se termine souvent par des catastrophes et la maison ne peut pas se supporter, voilà, ça s'effondre. Il y a eu des effondrements tristes. Il a dit que la première des choses, ils sont à cheval, ils vont même dans les maisons où il y a ce genre de phénomène, ils arrêtent les travaux parce que c'est une catastrophe qui va voilà, c'est pour ça que c'est très important le fait de l'ériger en secteur sauvegardé. Oui, c'est depuis 2005 seulement. Donc ça dénature même la nature de la Casbah parce que quand on rajoute des trucs à la terrasse, parce que si on revient à l'époque, parce que même cette architecture était savamment conçue, comme je l'ai dit, et c'était quand même basé sur le principe du respect d'autrui. Oui. Pourquoi la Casbah et les terrasses, il ne faut pas avoir vue sur la terrasse du voisin. C'est des escaliers, personne n'avait le droit à l'époque de construire plus haut que son voisin, pour que tout le monde ait la même vue sur la baie d'Alger, une vue sublime que les anglophones étant guides, et j'ai guidé des anglophones, alors la décoller sur une terrasse avec cette vue, il la qualifie carrément $1 billion. $1 billion view. Et ça, à chaque fois, la vue est sublime. Et en plus de ça, c'est par respect aux autres. Parce qu'il faut quand même toujours respecter son voisin. Pourquoi je conçois plus que en hauteur, je vais vous bloquer même la vue sur la mer, l'aération et même les rayons solaires. Et à l'époque, on voit quand même pourquoi dénaturer justement ce lieu mythique, ce lieu historique qui a justement hébergé la bataille d'Alger a eu lieu essentiellement à la Casbah, et grâce à ces terrasses superposées, ça a été justement... Effectivement, et les ruelles qui s'entrecroisent, le dédale des ruelles, donc c'est pour ça c'est le refuge idéal pour les moudjahidines à l'époque. Les moudjahidines ont choisi la ville parce que c'était quand même un véritable abri, et c'est pour ça ça a duré presque une année, la bataille d'Alger. Vu la différence entre nous et les Français, c'était quand même l'une des puissances mondiales à l'époque, et l'Algérie qui n'avait rien du tout, et on a pu résister presque une année. Et grâce à cette Casbah, entre autres en 57, ça a été vraiment le terrain vraiment qui a abrité cette bataille très très injuste, déséquilibrée. Si vous permettez d'ajouter un petit truc, un petit détail sur le respect de l'autrui, surtout au niveau des terrasses. Donc même les portes qui mènent vers la terrasse sont toujours basses. J'ai eu l'occasion de travailler dans ma thèse de magistère sur les escaliers de l'intérieur de la maison de la Casbah. Donc l'escalier termine toujours avec une porte basse. Lorsqu'on sort sur la terrasse, on est obligé de se pencher pour donner le temps aux gens, aux femmes qui sont de l'autre côté de s'écarter pour ne pas avoir la possibilité de voir directement ce qu'on a de l'autre côté. Donc c'était tout a été calculé avec un sens, exactement. Et donc, et malheureusement, c'est pour ça qu'on revient à la dénaturalisation de la Casbah, parce qu'on revient à ce respect-là, même à l'époque, quand on lit sur la Casbah à l'époque ottomane, il y avait même le vis-à-vis qui était interdit. On n'avait pas des accès qui donnaient sur les accès d'autrui. Et donc, même les portes étaient souvent en chicane pour déjouer les regards extérieurs. Alors là, après l'indépendance, il y avait tout le monde qui faisait ce qu'il voulait.
Donc quand même, on veut bien revenir et redonner à la Casbah sa nature. Non, mais voilà, depuis quelque temps, donc il y a eu des interdits pour sauvegarder justement ce type de matériaux, cette typologie justement de la Casbah. Et on ne peut plus se permettre justement les architectures très modernes ou qui ne soient pas en harmonie avec ce tissu architectural qui a ses spécificités. Comment on peut qualifier? C'est une architecture ottomane. Bon, ça c'est... Pardon. Allez-y. Pardon, ça c'est vraiment, pour moi, c'est une erreur à corriger. Parce que l'architecture, c'est pour ça on dit savamment conçu et on est fier d'avoir eu un certain temps une architecture pareille. Et donc c'était les Ottomans qui se sont inspirés de notre architecture. Oui, par contre. De toute façon, la main d'œuvre était locale. Non, même l'architecture elle-même. Oui. Ce qu'on vient de développer, vraiment, c'est des maisons qui existaient d'avant l'époque ottomane. Oui. Donc c'est pour ça, moi, je préfère qualifier cette architecture d'arabo-berbère avec influence turque et andalouse. Parce que les Andalous aussi ont laissé leurs empreintes. Après leur expulsion d'Espagne, ils étaient là, ils ont aidé même dans la construction de la Casbah. Ils ont même enseigné nos autres parce qu'ils avaient quand même des connaissances. Et c'est pour ça, il y a quand même cette influence turque et andalouse. Autrement, l'architecture existait déjà de l'époque de Boulourine. C'est comme ça qu'on construit. C'est bien de le dire, messieurs. Oui, un petit détail sur l'architecture, puisqu'on est en train de parler de l'architecture, est-ce qu'elle est ottomane? Il y a des échantillons à l'intérieur de la Casbah, des douillerettes vraiment authentiques, une dizaine, un peu éparpillées, qui témoignent du savoir-faire d'avant la période ottomane. Donc c'est des maisons à patio, avec des galeries à l'intérieur, mais des fois on ne trouve pas des arcades. On ne trouve pas à l'intérieur des arcades, on trouve seulement des pilastres. C'est la même architecture qu'on trouve à l'ouest du pays. C'est des colonnes avec des pilastres et des corbeaux en bois et des galeries avec du génévrier. Ce n'est pas des rondins, mais c'est du génévrier à l'intérieur, c'est des roseaux. C'est des témoignages qui ont été développés avec l'arrivée des Ottomans, avec des décorations, avec l'introduction des arcades, avec l'introduction des tirants en bois, avec les encorbellements à l'extérieur sur les façades. Je pense que la preuve irréfutable que ce n'est pas une architecture ottomane, parce que quand on va en Tunisie par exemple, on voit pratiquement les mêmes genres de construction. Par contre, si on va au Maroc, c'est toujours la même chose. On voit les mêmes, mais les Ottomans n'étaient jamais au Maroc. Donc, comment expliquer qu'il y a ce genre d'architecture dans le Maghreb et le Maroc n'a jamais été sous les Ottomans et il a conçu la même architecture que nous. Donc ça, je pense que c'est la véritable preuve que c'est une architecture locale au lieu que de l'attribuer toujours aux Ottomans. Exactement. Mais quand les visiteurs arrivent, Monsieur Benamirouche, quand ils arrivent dans cette Casbah, est-ce qu'ils vous font part justement de ce qu'ils voient de différent de ce qu'ils ont vu ailleurs? Est-ce qu'ils voient la spécificité de ce site historique incroyable? Bon, pour nous, ne serait-ce que pour nous, la Casbah est vraiment unique. C'est une Casbah conçue sur une colline, vaste, 45 hectares de superficie, avec c'est un labyrinthe comme on le disait tout à l'heure. Vraiment, c'est vraiment unique. Parce que même quand on parle des Casbahs de Tunis et tout, bon, tout le monde dit que... Moi, j'ai eu quand même des visiteurs, par exemple, en hauteur comme ça, elles sont rares. C'est vraiment une Casbah extraordinaire. C'est pour ça qu'on a un joyau qu'il faut coûte que coûte préserver. Voilà, et c'est ça, c'est parce que ça épouse le relief de cette vallée qui surplombe la mer, et d'où son charme et sa beauté. Même avec cette transition entre l'architecture de la Haute Casbah, du Djbel, et l'architecture du Outa, de la Basse Casbah, avec cette différence, là, normalement, la Basse Casbah, c'est les grands palais, c'est les équipements. Il y avait Caïsaria, le grand bazar, il y a les grandes mosquées, la mosquée Jamal Jdid, l'ancienne mosquée avant la période ottomane Jamal Kbir, la mosquée Leptine. Donc une concentration
d'équipement au niveau de la basse Casbah, avec à chaque fois qu'on monte, à chaque fois qu'on arrive à la haute Casbah, on a une concentration de maisons, d'habitations. Il ne faut pas oublier qu'on était en train de construire à l'intérieur de remparts. Oui. Donc on était obligé de faire une densification à la hauteur et gagner chaque centimètre carré à l'intérieur. C'est pour ça qu'on n'a pas de jardin, on n'a pas d'espace public, on était obligé de construire, et même en hauteur, on arrivait jusqu'à R+4 dans les maisons élevées. Oui. Donc à la période ottomane, avec un R+4, c'était une construction qui travaille seulement en compression, une construction avec des murs porteurs et en bois. Donc, et le palais des Beys aussi. Le palais des Beys aussi est en étage, je crois qu'il y a 3 ou 4 étages. Oui. Hein, le palais du Bey, c'est un exemple d'une architecture palatiale extraordinaire, donc qui a été construite sur plusieurs étapes. Un changement d'un simple diwan en rez-de-chaussée à un palais digne d'un gouverneur d'un État. Donc c'était le centre de gouvernement. Le palais du Bey. Mais je parle de la résidence des Beys. La résidence des Beys, c'est la même. Voilà, c'est une dépendance parmi d'autres. C'est la même conception, c'est la même logique de patio, de concentration et de centralisation à l'intérieur de la maison. Donc toutes les chambres données sur l'intérieur du patio, avec une organisation un peu symétrique, bien réfléchie, et des matériaux traditionnels. Lorsque vous interrogez ces matériaux, justement, vous qui êtes architecte, avec cette expérience de 12 ans en restauration, lorsque vous les interrogez comme ça, est-ce que vous comprenez un peu ce qui a fait que cette Casbah soit si précieuse et qu'elle fasse partie du patrimoine de l'humanité depuis 92 déjà? Justement, nous, dans nos projets de restauration, ou même dans les interventions les plus petites, on essaye de préserver l'authenticité architecturale de l'espace et l'authenticité de l'élément architectonique et même l'authenticité du geste. Oui. Donc on essaye, je vous donne un exemple, on était ce matin en train d'essayer de reconstruire l'épure d'une voûte croisée à l'intérieur de la mosquée Barlani. Oui. Donc une partie d'une voûte maçonnée a été complètement enlevée à la période française pour réaliser un escalier. Lorsqu'on est arrivé au projet de restauration, on était obligé de restaurer, puisqu'on travaille sur des strates. Donc on va restaurer la strate ottomane, la période ottomane, et enlever toutes les strates négatives par rapport à ce bâtiment et qui dégrade le bâtiment. Donc on était obligé avec les maçons sur l'échafaudage avec des fils de restituer l'épure et le geste du constructeur de l'époque. Oui, c'est passionnant ça. Avec les matériaux traditionnels, avec de la chaux, avec de la brique de terre cuite, donc on essaye de restituer et faire apprendre, même nous on est des architectes, on a appris ça théoriquement, mais on est obligé... Et de soigner parfois le tissu. Exactement. Vous l'avez fait à la citadelle où vous avez découvert un fameux champignon qui s'attaquait au bois. Oui, oui. Ça a été votre thèse. Oui, ça a alimenté une idée de thèse de doctorat d'ailleurs. Exactement. D'ailleurs, à chaque fois on travaille sur des thèmes théoriques. Sur nos recherches théoriques, c'est l'histoire de la Casbah, les périodes. Et par hasard, on était en train de restaurer même des janissaires, on se retrouve avec un champignon sur les murs. Un champignon bizarre qui a touché les murs de la citadelle. Donc on était obligé de lancer une prospection, une enquête, faire des analyses avec le centre, avec l'Institut national de protection des végétaux. Donc, c'était un enregistrement d'un champignon qualifié européen. Donc, il n'était pas enregistré ici, c'est la mérule. Un intrus. Un intrus. Parmi d'autres. Peut-être il est arrivé avec les courses maritimes, peut-être on ne sait pas. Mais c'est un champignon de comble qui est partout en Europe, mais en Algérie, puisqu'on a un climat un peu assez modéré, assez sec, le développement de ce champignon est assez rare. Donc, on était face à une problématique nouvelle. Aujourd'hui, elle est traitée dans les projets de restauration dirigés par la wilaya. On a un article, heureusement qu'on a un article dans les devis, dans les BPU, de traitement de mérules. Mais on n'a pas le savoir
complet sur ce champ. C'est pour ça qu'on a lancé cette recherche doctorale. Donc je suis en 4e année et on est en train d'essayer de voir et de développer toutes les méthodes algériennes, quoi. Eh ben, bravo. Et justement, on rappelle votre thème, justement, oui. avec lequel vous avez participé aux journées d'études initiées par le Bastion 23. Donc, c'est Projet de restauration Made in Algeria. C'est ainsi que vous l'avez intitulé. Oui, c'est pour interpeller les gens, surtout. C'est pour faire lancer un débat. Comme quoi, notre savoir-faire, ou plutôt la main-d'œuvre algérienne, n'a rien à envier à la gamme internationale. Qu'on peut aussi se positionner en tant que restaurateur dans notre pays. On revient à vous, monsieur Ben Amirouche, voilà, donc on revient à cet événement qui a accueilli, qui a permis au Bastion 23 d'accueillir un public assez important autour du patrimoine, autour de l'artisanat entre autres, une très belle exposition qui met en valeur. Donc vous êtes un petit peu substitué à ce musée temple de l'artisanat qui est le musée des arts et traditions populaires, actuellement en travaux de rénovation. Mais en fait, c'est pratiquement l'une des tâches principales que le Bastion a toujours eu. Et on a organisé pas mal de fois des événements pareils, mais avec... le Bastion est un centre des arts et de la culture du Palais des Raïs. Donc l'installation de ce centre à l'intérieur de ce bâtiment démontre l'intérêt que porte le ministère de la Culture et les pouvoirs publics à la بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. À la préservation de la valeur architecturale et historique de la bâtisse. Et c'est pour ça, parmi les missions, on est appelé à organiser ce genre d'organisation culturelle et scientifique, et aussi pour surtout sensibiliser par tous les moyens le public à la préservation de ce joyau architectural. Et donc on fait de notre mieux pour que le message passe surtout aux gens de la Casbah, et pour quand même sensibiliser à l'importance de cette et cette pour ville, pour la ne jamais protéger. oublier que cette Casbah aussi, qui est ce tissu vivant, donc les habitants sont toujours à l'intérieur, et elle était jalonnée, elle était parcourue, je veux dire, parsemée étaient les boutiques d'artisanat dans cette Casbah, et donc des métiers qui sont en déperdition, des métiers qu'on essaye de faire revivre. Depuis le début que il y a des choses à la Casbah qu'on aimerait bien revoir, surtout quand on parle de l'organisation du commerce à l'époque ottomane à l'intérieur de la Casbah. Donc c'est pour ça qu'il y avait cette appellation des ruelles selon les petites métiers qui se échoppes comme ça, très très mignonnes. Donc il y avait incorporation de métiers, et même l'organisation spatiale avait à voir avec la proximité à la mosquée, étant donné le métier propre ou nuisant et tout. Donc ça, c'est des trucs qu'on aimerait bien revoir à la Casbah. Oui, c'est l'effort que fournit en tout cas ce musée, qui bientôt rouvrira ses portes normalement. Donc voilà, les travaux touchent à leur fin, et il va permettre à toutes ces artisanes que j'ai déjà vues justement dans ces intérieurs magnifiques reproduire la shbika ou reproduire certains tissages et voilà qu'on risque de perdre avec le temps. Donc la broderie traditionnelle entre autres et tout. Donc bravo pour cette exposition, très belle exposition. On ne fait que notre devoir, et on espère qu'avec ce genre d'organisation ou d'activité culturelle, on puisse quand même redonner, redynamiser et revaloriser le patrimoine national, et surtout donc ce genre de manifestation. Ça fait que même les artisans entre eux, c'est un lieu de rencontre, et ça fait qu'ils sont quand même, ils passent même le message à d'autres, et ça encourage même les artisans à faire de leur mieux pour pouvoir participer et être dans une institution comme le Bastion 23. Je pense que ça a un prestige quand même. Tout à fait. En fait, ce qui me plaît beaucoup, et vous allez me dire aussi votre point de vue par rapport à ce Bastion 23, c'est qu'il permet, grâce à ces différentes maisonnettes, d'avoir une idée de cette construction ancienne, de voir une idée de cette Casbah sans même l'avoir parcourue. Donc on a l'impression déjà d'être dans les ruelles, parce que ce sont en fait des parcelles de ruelles. Le Bastion, peut-être aujourd'hui, c'est l'un des plus importants monuments historiques de la ville d'Alger. Et bien sûr, le Bastion 23 a fait toujours partie de cette Casbah d'Alger. Si ce n'est les interventions qu'a connues la Casbah, les bouleversements et les différentes restructurations faites à l'époque française, ce qui fait que maintenant il est détaché, voire même isolé de son environnement traditionnel. Et bien sûr, actuellement, ça a donné quand même autre chose pour le Bastion qui est positif. Il sert quand même de la seule preuve physique de l'extension de cette architecture du sommet de la Casbah jusqu'à la mer. C'est pour ça, quand on parle du Bastion 23, c'est vraiment un quartier de la Casbah. D'ailleurs, on voit les ruelles, les sabbats. Là, on voit une belle vue aérienne, on voit la proximité à la mer. Exactement, on voit même les terrasses et les constructions avec les patios au milieu. Donc, c'est vraiment un quartier de la Casbah, et ça faisait partie de... Exactement. Voilà, ça permet aussi d'avoir soit une belle fin de visite, soit un bon début de visite. Oui, exactement. C'est ça qui est très bien. Hein. Vous allez me dire votre point de vue, vous qui êtes... Je préfère l'avoir... comme début de visite. Début de visite. Oui, parce qu'on est tout près des îlots, où étaient les îlots, là où il y a la Mirauté aujourd'hui. Donc ça nous permet de commencer avec l'histoire depuis son début
avec Depuis l'explication. Barberousse. Oui, depuis son début, avec l'explication. Depuis le Pénon et Barberousse et En passant par l'arrivée le des Pénon Ottomans. Oui, bon, Et puis bon, après, tout ça, on on remonte. peut l'introduire là-bas. Voilà, Ensuite, quand on même- est sportif. Mais quand on Oui. est fainéant, il vaut Oui, mieux oui, commencer oui, par oui, le oui. Oui. Non, par bon, la peut-être- villa du peut-être- millénaire et puis voilà, Peut-être qu'il faut continuer. céder aussi en Oui. faisant l'introduction à l'intérieur du bastion métro. Voilà. Il faut céder par les moyens de transport. En prenant Voilà. le transport au sommet. Et on Ensuite, remonte au fait le reste. sommet. On fait le reste en descendant. Voilà. Je pense que c'est aussi une En autre tout cas, technique. à le faire. c'était une belle alternative quand il n'y avait pas tous ces beaux circuits qui ont été relancés. Donc, Oui. vivement vraiment les circuits globaux, je dirais, parce que c'est quand même un tissu qui s'étend sur 45 hectares. C'est pas mal, c'est grand et voilà. On a plaisir justement à parcourir avec des guides comme vous, Monsieur voilà, Benamirouche. Voilà, moi j'ai toujours du mal avec les noms. Je suis désolée. Je pense que mon nom est un peu long. Non, il n'est pas si long que le problème. Il y a eu une petite défection ici, dans le cerveau de Radia Boulmaali. Donc, merci. Je rappelle que vous êtes chargé d'organisation des événements pour justement le Bastion 23, le Palais des Raïs dont on vient de parler. Vous êtes également guide professionnel, interprète également auprès de tous ces touristes qui viennent visiter notre pays, notre cher Casbah. Merci. De vous remercier pour votre invitation. Merci également à Makhloufi Nasreddin ici présent, donc architecte des sites et monuments historiques qui continue de creuser, d'interroger la pierre et le sable et le bois essentiellement actuellement. Donc parmi ces recherches, c'est ainsi. Vous avez aussi votre propre bureau d'études consacré à la restauration des monuments anciens. Oui. Voilà, et vous collaborez avec un second bureau d'études qui actuellement chapeaute pas mal de projets liés à la restauration de la Casbah. Même avec une entreprise spécialisée en restauration. Très bien. Ouais. En tout cas, des entreprises algériennes, un savoir-faire algérien qu'on salue absolument. Oui. On salue tous ceux qui ont contribué justement au sauvetage des monuments de cette Casbah qui a été classé monument plutôt site. Voilà, le site est classé depuis 91 comme étant national. Et puis 92 au patrimoine mondial de l'humanité. Donc merci à messieurs de nous avoir accompagnés pour parler de cette Casbah si chère à tous les Algériens. Justement, c'est un témoin vivant qui raconte différentes étapes de l'histoire de notre pays. Donc je vous invite vivement à visiter si vous avez bien sûr un week-end qui n'est pas très rempli, qui n'est pas très chargé. Prenez le temps avec votre famille d'aller visiter cette belle Casbah qui n'attend que vous et donc qui est là avec ses guides, avec ses institutions pour vous accueillir, entre autres 3 musées qu'on citera, donc le musée des arts et traditions populaires, le musée justement de Alli-la-Pointe, voilà, côté historique, et vous avez aussi le musée de l'enluminure et de la miniature qui est le palais Hassan Pacha. Voilà, merci de nous avoir suivis, passez d'excellents moments avec la suite de notre programme et à très vite. Mustafa Pacha. Mustafa Pacha, qu'est-ce que j'ai dit?